Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois que c'est la dernière série de sessions de cette journée, c'est ça? Après, on a juste les keynotes. Bon, on va essayer de faire vite pour laisser de la place à la keynote. Mais on va parler quand même un petit peu du futur de Java. Alors, le futur de Java qui est un futur assez proche, parce qu'en fait, comme on va le voir, tout ce que je vais vous montrer, ce sera disponible en preview en Java 19. Et Java 19, c'est dans pas longtemps, c'est en septembre, donc c'est dans quelques mois maintenant. La présentation s'appelle Le futur de Java, programmation asynchrone avec Loom. Et en lisant le titre ce matin, je me disais, mais en fait, j'aurais pas dû l'appeler comme ça, j'aurais dû l'appeler La fin de la programmation asynchrone, euh, grâce à Loom. C'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, mon nom, c'est José. J'ai mis quelques liens ici avec du contenu que j'aime bien publier sur YouTube, en général relatif à Java, surtout depuis que je travaille pour Oracle dans le Java Platform Group. On produit pas mal de contenu en fait, à la fois documentaire, textuel que vous pouvez lire si vous aimez lire, ou que vous pouvez regarder si vous aimez plutôt suivre des vidéos. Voilà. Moi, je m'occupe du Jeb Café, qui est en bas à gauche, et l'épisode du Jeb Café que j'ai publié, je crois que c'était mardi, donc en début de semaine, quoi, grosso modo, porte justement sur Loom et sur les threads virtuels. Et les prochains que je vais faire vont également continuer à porter sur Loom. Donc Loom, c'est vraiment un sujet brûlant en ce moment pour nous, pour Java, et donc bientôt pour vous. Et donc on va a priori publier pas mal de contenu sur ce truc-là. La présentation que je vais vous faire également, c'est en fait une version très très allégée d'une présentation qu'on a faite avec Rémi Forax à Devox France, qui durait 3 heures. Alors évidemment, 3 heures, on a beaucoup plus le temps pour descendre dans les détails des choses, et qui est disponible sur YouTube. Donc si le sujet vous intéresse vraiment beaucoup, vous pouvez également aller chercher cette présentation sur YouTube. Voilà. Parmi les choses qu'on publie, il y a un site qui s'appelle dev.java, qui est le site, j'ai envie de dire, officiel de la documentation Java, qui est publié par Oracle en fait, et qui est écrit par nous, par les Java Developer Advocate du Java Platform Group. Voilà, et dedans il y a des pages community, donc qui sont destinées à référencer les jugs, les événements Java organisés par les jugs, etc. Donc si vous vous occupez d'un jug ou quoi et qu'il n'est pas dans la liste, bah, n'hésitez pas à nous contacter parce que on en rajoute toutes les semaines des jugs en fait dans cette liste. Il y en a plusieurs centaines, mais on continue à en rajouter toutes les semaines, donc c'est super. On a une communauté qui est très très active dans l'univers Java. Et puis on a également un podcast qui s'appelle Inside.java pour ceux qui aiment bien écouter les choses, mais qui n'ont pas le loisir de regarder les choses. Le podcast, c'est également quelque chose de super intéressant. Voilà, donc un petit disclaimer, Loom, c'est un travail en cours. Ok, donc ne croyez pas un mot de tout ce que je vais vous dire. Je vais vous mentir pendant à peu près 45 minutes, un petit peu moins maintenant. Voilà. Mais je vais vous mentir avec aplomb. Donc vous allez peut-être me croire, mais voilà. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que Loom, c'est une preview feature. Donc vous pouvez jouer avec. Vous pouvez, quand vous téléchargerez le JDK 19, ce sera dedans en tant que preview. Ok, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez faire quand même des choses très très cool avec ça. Cela dit, une preview feature, elle peut changer, elle peut être modifiée jusqu'à ce qu'elle soit publiée en tant que feature finale et définitive du JDK. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé. Combien de preview features on aura, on ne peut pas savoir. On le saura quand on le saura. Et voilà. Loom, c'est un des plus gros projets à l'heure actuelle, probablement développé au sein de l'OpenJDK, avec le projet Valhalla. La JEP qui s'occupe de Loom, c'est la JEP 425. Elle est intégrée, elle va être réalisée dans la 19. Et vous voyez que la ligne effort, elle vous met XL. C'est le seul, je crois que c'est la seule JEP de toute la série des JEP qui est le statut XL. Le pull request, parce que le code source du JDK il est sur GitHub, donc ça marche avec des pull requests. Voilà, le pull request, c'est 100 000 lignes de code changé dans un peu plus de 1100 fichiers. À peu près, c'est combien? C'est 90 000 insertions, 3600 délétions, etc. Voilà, donc et puis c'est du code un peu technique quand même, en plus, le code du JDK et le code de Loom. Donc l'intégration de la pull request ne s'est pas faite d'un claquement de doigts. Ok, mais donc elle a été faite, elle a été vérifiée. Il y a des gens qui l'ont relu, la pull request.
Voilà. Enfin, c'est un rire un peu nerveux, ça a dû être quand même un gros travail de faire ça. Ok. Et la deuxième JEP, en fait, qui porte la programmation structurée, programmation concurrente structurée, dont je vais vous parler, c'est celle-là, c'est la 428, qui est également intégrée et qui sera également réalisée. Alors techniquement, ce n'est pas une preview feature, celle-là, c'est une API en incubation. Bon, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Voilà. Et si vous voulez télécharger les versions Early Access, communiquer sur la mailing list parce que vous avez trouvé des bugs ou des trucs, vous pensez avoir une idée, voilà, apporter n'importe quel type de feedback, jdk-java.net/loom, c'est l'URL sur laquelle vous voulez vous connecter. Voilà. Alors Loom, ça a trait à la programmation concurrente. Et la programmation concurrente, ce n'est pas quelque chose qui évolue souvent dans le JDK. Si on regarde en fait l'historique du JDK, qui a 25 ans quand même, Java, ce n'est pas un langage qui a été créé hier. C'est un langage qui a été créé il y a entre 25 et 30 ans maintenant. Okay. Dès 1995, on a un modèle de programmation concurrente dans le JDK. On a une classe qui s'appelle thread, on a une interface qui s'appelle runnable. Et dans le langage, on peut créer des blocs synchronisés, comme vous le savez, ou des méthodes synchronisées. Okay. Donc on a un modèle de programmation concurrente en Java depuis le début. Okay. Et ce modèle de programmation concurrente, d'abord c'est un truc un peu pionnier, parce qu'il n'y a pas de langage à l'époque qui font ça. La programmation concurrente, c'est géré avec des API, mais ce n'est pas géré au niveau du langage. Et puis à peu près 10 ans après, on a une deuxième version du modèle de programmation concurrente qui sort, avec notamment une API qui s'appelle Java Util Concurrent. Okay. Tout ce qui marchait en 95 continue à fonctionner. Les deadlocks, les race conditions, tous ces trucs-là, les problèmes de synchronisation, tous ces trucs-là, ça marche ou ça plante comme avant. Donc ça, c'est bien. Et puis on a des nouveaux concepts qui arrivent, exécuteur service, callback, et puis des locks applicatifs qui sont des API, et non pas des blocs synchronisés, et plusieurs autres choses. Et l'idée dans ce truc-là, c'est qu'en fait, depuis 2004, on n'est plus censé interagir avec les threads directement, parce que quand on veut lancer une tâche dans un autre thread, on la confie à un exécuteur service qui nous donne un future en échange, le future qu'on va pouvoir analyser. Ça, c'est un pattern de code qui a presque 20 ans déjà, il a 18 ans ce pattern de code. Et puis en 2014, alors techniquement ça commence en Java 11 en 2011, mais c'est surtout en 2014 que ça devient un peu plus mature. On a un nouveau concept qui arrive encore, qui est le Fork Join Framework. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà joué avec le Fork Join Framework. C'est assez technique, le code n'est pas évident à écrire, pas évident à lire, encore moins évident à débugger ou à mettre au point, okay, et qui permet grosso modo de faire du calcul parallèle qui s'appuie sur la programmation concurrente en Java. Et en fait, si vous utilisez des streams parallèles, ça s'appuie directement sur le Common for Join Pool. Donc c'est quelque chose qu'on utilise de façon transparente. Et puis on a une autre API qui s'appelle Completable Future, qui permet de faire de la programmation asynchrone. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette API? On va le voir dans un instant. Et qu'est-ce que ce genre d'API est censé résoudre comme problème? On va également le voir dans un instant. Mais vous voyez, grosso modo, on a 3 étapes, une tous les 10 ans, 95, 2004, 2014, avec 3 modèles de programmation concurrente qui viennent se mettre les uns à la suite des autres. Mais dans tous ces modèles, il y a une chose qui reste la même, qui reste constante, qui n'a pas varié depuis 25 ans, qui est qu'une fois que vous avez confié une tâche à un thread, il n'y a que 2 solutions. Soit cette tâche elle produit un résultat, soit cette tâche elle plante, soit le thread il est interrompu. Donc ça fait 3 solutions. Okay. Mais vous ne pouvez pas détacher un thread de la tâche qu'il est en train d'exécuter sans interrompre cette tâche, sans interrompre ce thread ou sans faire planter cette tâche, ou sans que cette tâche se termine. Ça, c'est pas possible. Okay. Et c'est précisément ce que Loom vient revisiter en Java. Loom est en train de commencer à sortir. Comme je vous disais, on aura une preview feature en septembre. On a déjà des versions Early Access qui fonctionnent correctement, disons. Probablement des améliorations qui vont venir, mais on a déjà quelque chose qui fonctionne, je vais vous le montrer. D'accord? Et on est quasiment 10 ans après Java 8. Je n'ai pas fait le sondage, mais si vous êtes toujours en Java 8, vous êtes en train de travailler sur une version de Java qui a presque 10 ans. C'est pas qu'elle est obsolète, c'est qu'elle est complètement obsolète. Arrêtez, bougez, allez sur 11. Il y en a qui sont encore sur 8? Oh, purée. Qu'est-ce que vous foutez? C'est pas possible. Franchement. Il y a des gens qui sont sur 8, avant de 8. Non, je vois personne. Non, mais ça, ils ont tellement honte qu'ils n'osent pas se dénoncer. Non, mais 8, c'est une très bonne version, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, c'est une version qui a eu voilà, 2014, on est en 2022, elle a 8 ans. Vous êtes déjà sur un truc qui est quand même sacrément vieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait Loom? Pourquoi est-ce qu'on fait de la programmation concurrente?
La programmation concurrente, c'est dur, c'est compliqué. Il y a des bugs qui sont impossibles à vérifier, impossibles à tester, qui tombent en prod qu'on n'arrive jamais à produire sur nos machines. C'est dur la programmation concurrente. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin pour deux raisons. Une raison qu'on ne va pas voir, qui est le fait de faire des traitements parallèles, comme des streams parallèles. Okay, vous avez une grosse tâche, vous triez un tableau, vous la divisez en sous-tâches, vous triez vos sous-tableaux, vous faites un merge sort après, et ça vous fait un tableau trié. Ça, c'est de la programmation parallèle. Ça, c'est pour des traitements en mémoire. C'est juste pour accélérer vos traitements en mémoire et profiter du fait que vous avez toute une flopée de cœurs dans votre processeur. Loom ne s'adresse pas du tout à ce genre de problème. Ce genre de problème, de toute façon, il y a multiplier le nombre de threads pour accélérer ce genre de problème, c'est peine perdue, parce que ça ne marche pas du tout. Vous avez besoin d'un thread par cœur et c'est tout. Voilà. Le deuxième cas, c'est pour augmenter ce que les gens appellent d'un beau mot de la langue française, le throughput de votre application. Okay, donc la capacité de votre application à gérer des messages, à gérer des requêtes HTTP, à gérer des transactions vers votre base de données. Okay, et le modèle qui a été utilisé au moins jusqu'au milieu des années 2000 pour traiter ce truc-là, c'est de se dire, une requête HTTP, on va la traiter dans un thread. Une transaction, on va la traiter dans un thread. Vous regardez le modèle de Java E, le modèle de Java E, il est comme ça. Donc si vous voulez augmenter le throughput de votre application, il faut que vous augmentiez le nombre de threads de votre application. Okay, ça, c'est le paradigme d'il y a 10 ans, avant la programmation concurrente. Comment ça marche, ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de traiter une entrée-sortie, par exemple, dans votre application? Vous voulez faire une requête, vous êtes en train d'écrire un client HTTP, vous faites une requête sur un service REST. Okay, première phase, vous êtes en train de préparer votre requête. Ça, c'est du traitement qui a lieu en mémoire. Et l'échelle de temps de votre traitement en mémoire, c'est la vitesse de votre processeur. C'est de l'ordre de 10 nanosecondes. Une opération, c'est quelques nanosecondes. Okay, donc 10 à 100 nanosecondes. Et puis après, votre requête, elle part sur le réseau. Et là, vous êtes sur une échelle de temps qui est plutôt de la milliseconde, mettons entre 10 et 100 millisecondes, si vous avez un réseau qui ne rame pas trop. Et puis, au bout d'un moment, qui est quand même très long, 10 millisecondes, c'est long par rapport à 10 nanosecondes, vous avez votre réponse qui arrive. Et là, de nouveau, traitement en mémoire, vous êtes de nouveau sur une échelle de temps de 10 nanosecondes. Donc l'échelle de temps de votre traitement, c'est ça. Vous avez des nanosecondes pour préparer la requête, des millisecondes pour attendre le résultat de la requête, et des nanosecondes pour traiter ce résultat, pour mapper votre fichier JSON dans des objets Java, par exemple. Okay, là, en fait, ce schéma-là, il n'est pas du tout à l'échelle. Il n'est pas du tout à l'échelle parce que vous avez 1 million, un facteur 1 million entre la zone rouge et la zone verte. Alors, si vous pensez que c'est un écran HD qui a 2000 pixels dans la largeur, ça veut dire que, grosso modo, la zone verte, ça devrait être 1 millième de pixels. 1 millième de pixels, et puis la zone rouge, elle prend le reste de la place. Donc, grosso modo, la zone verte, elle est invisible sur ce truc-là. Vous êtes obligé de zoomer pour pouvoir la voir. Et la question, c'est combien de threads vous avez besoin pour que votre CPU il soit utilisé 100% du temps. Parce que si vous mettez qu'un seul thread, votre CPU, là, il est utilisé 1 millionième du temps. Donc, grosso modo, 0%. Enfin, 0,00, puis il y a 1 qui se balade un peu plus loin. D'accord? De combien de threads vous avez besoin pour faire ça? Pour que votre CPU soit utilisé à 100%. Le calcul, il est facile à faire. Vous avez besoin d'1 million de threads. OK? Pour pouvoir faire de la programmation comme ça, avec ce modèle, un client HTTP, un thread, si vous voulez un CPU utilisé à 100%, il vous faut 1 million de threads. Est-ce que vous pouvez lancer 1 million de threads sur votre machine? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Si vous avez déjà essayé, vous avez rapidement dû vous rendre compte que ça ne marche pas très très bien. Et pourquoi ça ne marche pas très bien? Parce que un thread, en Java, l'objet thread, c'est en fait un wrapper fin. C'est une enveloppe fine sur le thread qui vous est donné par votre système d'exploitation, par votre OS. Okay, ça met à peu près 1 milliseconde à démarrer, okay, et ça consomme 2 mégaoctets upfront sur la stack, pour stocker votre stack. Donc si vous en voulez 1 million, pour les lancer 1 million fois 1 milliseconde, ça fait 1000 secondes, c'est facile à calculer. 1000 secondes, c'est à peu près 20 minutes. Okay, et 1 million fois 2 mégas, ça fait à peu près 2 Tera de mémoire. Okay, donc 20 minutes pour lancer les threads et 2 Tera de mémoire pour consommer votre truc. Et c'est pour ça que les gens ils se sont dit, mais on va faire de la programmation asynchrone. Parce que la programmation asynchrone, on va mettre plusieurs tâches sur le même thread. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lancer 1 million de threads. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les solutions qu'on a jusqu'à présent, tout ça, c'est de la programmation asynchrone. On divise notre application en petites tâches élémentaires. Il y en a qui bloquent, il y en a qui ne bloquent pas.
et on les balance toutes dans un nombre de threads qui est limité. Parce que de toute façon, on ne peut pas avoir une tâche par thread. D'accord? Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des frameworks de programmation asynchrone absolument partout. Et dans tous les langages, hein. C'est pas propre à Java, évidemment. C'est pas propre à Java. Quel est l'inconvénient de la programmation asynchrone? Oh, bah, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour les trouver, les inconvénients, hein. Vous avez déjà cherché callback hell sur votre moteur de recherche préféré? Ouais? Non? Jamais? C'est dur à écrire, c'est dur à lire, ce qui revient au même. Ok? Ces espèces de trucs de callback, enfin, quand je dis c'est dur, en fait, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est abominable, hein. C'est au-delà de dur. C'est quasiment impossible à tester. Et je voyais une présentation il y a quelques heures sur le fait de tester effectivement de la programmation asynchrone. Alors, il y a des gens qui sont très ingénieux et qui trouvent des solutions, mais purée, c'est quand même beaucoup plus difficile à tester que du code synchrone tout bête, hein. Et c'est quasiment impossible à débugger. Okay, parce que le problème quand vous débuguez ça, c'est que les call stacks, c'est pas les bonnes. Vous mettez un point d'arrêt dans votre lambda, d'accord. Et puis en fait, votre call stack, c'est quoi? C'est le framework. Vous ne savez pas à quelle étape de votre pipeline vous êtes quand vous mettez votre point d'arrêt. Donc ça, c'est très embêtant. Et puis un autre point qui est embêtant, c'est que c'est impossible à profiler pour un tas de raisons techniques dans lesquelles je vais pas rentrer. Okay. Pourquoi est-ce que cette solution a été utilisée? Parce que les gens n'en avaient pas d'autres sous la main. Parce que c'est ce qui a été préféré, il y a une dizaine d'années, faire des frameworks asynchrones plutôt que d'explorer d'autres solutions. Mais techniquement, on a une autre solution. Techniquement, on a une autre solution, c'est de se dire, faut arrêter de faire des threads qui mettent 1 milliseconde à démarrer et qui consomment 2 mégas. Si on réussit à faire des threads qui mettent 1 microseconde à démarrer et qui consomment des kilooctets plutôt que des mégaoctets, on a résolu notre problème, parce que ça veut dire qu'on peut à nouveau programmer en synchrone et multiplier le nombre de threads. Et on résout le problème du throughput de notre application. Ok? C'est assez simple comme raisonnement, hein. Et c'est exactement ce que fait Loom. Loom amène une nouvelle notion de thread, une nouvelle classe de thread en Java, qui s'appelle Virtual Thread, d'accord, qui est à peu près 1000 fois moins cher à créer qu'un thread plateforme. J'ai besoin de quelques kilooctets de mémoire pour créer un Virtual Thread. Et la création, elle n'est pas aussi peu chère, entre guillemets, qu'un objet Java normal, mais elle est que de l'ordre de quelques microsecondes. Donc elle est 1000 fois moins importante qu'un thread plateforme. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir créer 1 million de virtual threads sur ma plateforme. Ok? Et je n'ai pas besoin de 2 téraoctets de mémoire en fait là pour le faire. Sur le laptop que j'ai ici, je peux créer 1 million de virtual threads. Il n'y a pas trop de problème. Ça va prendre 1 minute à peu près. C'est pas complètement gratuit, il ne faut pas rêver, hein. Il n'y a pas de baguette magique, mais c'est quand même nettement moins cher. Si j'ai besoin d'un thread virtuel, j'en crée un. Voilà. Et puis si j'en ai plus besoin, je le laisse mourir. Donc le concept de se dire je vais faire des pools de virtual thread, c'est plus la peine. Enfin, je veux dire, on fait des pools de ressources quand les ressources sont chères à créer, et donc c'est pas qu'elles sont chères à détruire, c'est que le fait de détruire une ressource qui est chère à créer, c'est s'il faut que je la recrée après, j'essaie d'éviter de la détruire. C'est comme ça que je vais raisonner. Ok. Comment est-ce que je peux créer un thread virtuel? J'ai 2 patterns. Alors si vous voulez essayer, si vous avez une application qui s'appuie sur un exécuteur service et que vous voulez essayer Loom, téléchargez la version Early Access, les versions Early Access du JDK 19. On ne devrait pas tarder à les avoir maintenant, c'est une question de jour. Okay. Ou télécharger le JDK 19 et activer le mode preview. Et vous pouvez utiliser cet exécuteur service qui est là, d'accord, qui va vous créer des threads virtuels à la demande, au lieu de vous créer un pool de threads conventionnels. Donc si votre application est construite sur un exécuteur service, vous avez juste une ligne de code à modifier quelque part et vous allez pouvoir tester ça. Si vous voulez tester des threads virtuels à la main, voilà, ça c'est le pattern qui vous permet de créer des threads virtuels et ça vous donne une thread virtuelle. La classe virtual thread, elle étend la classe thread, mais vous ne pouvez pas la voir. Elle ne peut pas sortir du package d'où elle est. Donc vous continuez toujours à travailler avec un objet de type thread. Ok. Alors, ces histoires de thread virtuel, ça pose quand même quelques problèmes. Parce que, vous savez, quand vous faites du debug ou que, voilà, vous avez cette petite fenêtre dans votre IDE préférée dans laquelle vous avez tous les threads de votre application. Alors, si vous en avez 50, ça va. Si vous en avez 1000, ça commence à être un peu chaud. Si vous en avez 100 000, ça va peut-être même poser un problème à votre IDE, en fait. Je n'ai pas testé, honnêtement.
Mais peut-être votre IDE afficher 100 000 threads dans cette petite fenêtre, il va avoir un problème. Ou en tout cas, s'il n'a pas de problème, vous, de toute façon, c'est une information, vous ne pourrez rien en faire. Vous connaissez le proverbe, chercher une aiguille dans une botte de foin. Là, vous avez 100 000 threads, puis vous cherchez une information dedans. Bon courage. Donc en fait, avec cette notion de thread virtuel, il y a une nouvelle notion qui arrive, qui est la notion de structured concurrency, donc programmation concurrente structurée. Okay, et cette notion de programmation de programmation concurrente structurée, c'est avec ça qu'on va interagir, c'est ça qu'on va utiliser pour construire nos applications, justement en ne les faisant plus asynchrones. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Juste parce qu'on a trop de threads. Et que même un thread dump avec 100 000 threads dedans à analyser, ça va être abominable. Donc cette notion de programmation concurrente structurée, ça permet de regrouper les threads en paquets. Et ces paquets, ils vont structurer en arbres. Il va y avoir des paquets qui vont être enfants d'autres paquets. On appelle ça des scopes. Voilà, c'est ça. Voilà. On appelle ça des scopes. Un scope, c'est un paquet de threads qui va faire des tâches. Et puis un scope, s'il y a un thread d'un scope qui crée un autre scope, il a le droit de faire ça, c'est pas un problème. Okay, ce scope va être enfant du scope précédent, etc. Donc ça se structure en arbre. Et donc là, des scopes, le nombre de scopes que vous allez avoir, il est le reflet de la complexité du business que vous voulez implémenter, de votre application, grosso modo. Alors, je vais prendre un exemple, voilà, l'exemple d'une agence de voyage. Donc, vous avez une page qui veut vous vendre des voyages. Et puis, évidemment, vous, ce qui vous intéresse, c'est combien coûte le voyage. Mais évidemment, ce qui intéresse le vendeur de voyage, c'est de vous vendre d'autres trucs. Alors, on va juste vous supposer qu'il veut vous afficher la météo, mais bon, peu importe, ça pourrait être autre chose. D'accord. Donc, vous vous connectez sur une page. Cette page, elle va faire une requête sur un serveur de quotation, de prix de voyage, et puis sur un serveur de météo pour récupérer ces deux informations-là et créer la page que vous allez voir s'afficher devant vous. Donc, c'est un problème classique, hein, c'est un peu bateau, mais voilà. Si vous voulez programmer avec l'API Completable Future, je me suis amusé à faire ça. Le code, ça donne ça. Okay. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va chercher la cotation, la météo, et puis on touille tout ça avec un Z-Compose. On gère un peu les erreurs. Là, il y a un exceptionnal ici qui permet de gérer une erreur si jamais on ne peut pas avoir la météo, et puis qui va générer une valeur par défaut, en fait. Voilà. Ah bah non, d'ailleurs, là, ça peut être le process. Ouais, c'est un peu bête, ça pourrait générer une valeur par défaut. Bref, voilà. Ça, c'est du code asynchrone Completable Future, qui n'est pas encore très compliqué. Hein. Il est un peu compliqué déjà, mais on peut faire beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, ça, c'est une version simplifiée du problème que vous voulez résoudre. Parce que le vrai problème que vous voulez résoudre, ce n'est pas celui-là. Ce que vous voulez résoudre comme problème, c'est ça. OK ? Vous avez votre page, et puis vous voulez vous faire la requête sur plusieurs serveurs de cotation, et vous voulez prendre la moins chère. Okay, puis plusieurs serveurs de météo, et vous voulez prendre le premier qui répond. Et puis avec ça, vous créez votre page. Donc en fait, le code que je viens de vous montrer, c'est une version très très simplifiée du code qu'il faut que vous écriviez en programmation asynchrone. Ok. Alors je vais vous montrer. Je vais poser ça. Hop là. Je vais vous montrer ce que ça donne sur du vrai code, parce qu'on va voir un petit peu de vrai code quand même. Hein. Sinon, c'est pas une vraie présentation Java, hein, si je ne vous montre pas du vrai code. Alors, voilà, donc ça c'est ma page, ça c'est ma méthode main. Ok, la souris ne marche pas bien sur ce truc-là, clairement. Donc ça c'est ma méthode main, d'accord. Je vais chercher le weather, je vais chercher la météo, je vais chercher le prix, là c'est ce truc-là, et puis je construis ma page, ma travel page. Alors j'exécute ça. J'utilise une version de Loom qui est là, qui est une version Early Access. Ok, voilà, c'est la JDK 19, Loom 6, machin, blablabla. Et puis j'ai besoin aussi de lui dire, je veux bien les previews, et puis je voudrais que tu m'ajoutes, voilà, ce truc, machin. Donc il y a un petit peu de code, un petit peu de configuration à écrire. Tout est sur mon compte GitHub, donc si vous voulez reprendre le code, vous pouvez l'exécuter. On va commencer par regarder le weather. Le weather, qu'est-ce qu'il fait? Il crée cet objet scope, okay, qui est un structured task scope. Voilà. Et puis cet objet scope, c'est un peu comme un exécuteur service. Je peux lui confier des tâches. Et les tâches read weather, elles sont toutes construites sur le même format. Hein. C'est un bet renable en fait. Hein. C'est juste un bet renable. Alors ça simule le fait que ça va chercher une information sur le net, mais ça ne sort pas de ma machine, hein, parce que ça ne marche jamais ces démos-là. Donc j'aime mieux éviter. Et puis ça va attendre entre 30 et 110 millisecondes pour le premier, 20 et 90 sur le deuxième, etc. Puis à chaque fois, ça me dit quel est le serveur qui répond.
Okay, et à chaque fois que je fork cette tâche, eh ben, je récupère un objet future. Okay, et quand j'ai fini de faire tous mes forks, là, il faut que j'appelle un truc sur cet objet scope, il faut que j'appelle la méthode join sur ce scope. Join, ça va me rendre la main quand le scope a terminé d'exécuter les tâches que je lui ai confiées, et donc je vais pouvoir analyser les résultats. Et vous voyez que les résultats que j'analyse, bah, c'est future.get, hein, donc ça n'a pas changé grand-chose par rapport à l'exécuteur service. Et si j'exécute le code, je vais réexécuter le code, voilà, ça me crée ma page de Travel Agency, et ça la met sur la console. Okay, alors, sur ces scopes-là, on peut faire des choses vachement plus malignes et beaucoup plus sophistiquées que l'utiliser comme un simple exécuteur service. D'abord, la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'un exécuteur service, c'est un pool de threads qui ne tue pas les threads qu'il y a dedans. Okay, et c'est un objet que vous créez au démarrage de votre application et qui va vivre sur toute la durée de vie de votre application. Un scope, c'est l'inverse de ça. Ce scope-là, il sert à interroger mes serveurs de météo. Okay, je le crée dans un try with resource. Cette classe-là, elle implémente AutoClosable, et donc quand je sors du try with resource sur ce truc-là, ça ferme le scope, et ça tue les threads virtuels qu'il y a dedans, s'il en reste. Donc c'est un objet qui vit peu de temps, et qui vit à l'échelle d'une tâche que vous avez besoin d'exécuter dans votre application. Donc l'idée, c'est d'arrêter de se retrouver avec des threads qui se baladent comme ça, un peu, on ne sait plus trop où est-ce qu'ils sont, s'ils sont lancés, dans quel état ils sont, etc. Là, les threads, on les crée quand on en a besoin, on les laisse mourir quand on n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce qu'un thread virtuel, ça coûte pas cher encore, hein, c'est toujours ça. Alors, la deuxième chose, dans le cas de ce serveur de météo, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le premier résultat. Là, je fais un truc sur future.a, enfin sur future A, donc c'est toujours le premier au sens du code, mais ce n'est pas du tout ça que je veux. Ils ne répondent pas tous à la même vitesse. Ce que je veux, c'est dire, OK, je veux le premier qui répond. Le premier qui répond a gagné. Ça, c'est ce que je veux faire. D'accord? Alors, il se trouve que j'ai une extension de Structured Task Scope qui s'appelle Shutdown on Success, okay, qui est aussi un scope de weather. Donc voilà. Donc je vais prendre cette classe-là, okay, et qui implémente exactement cette sémantique. Qui me dit que je vais prendre tout un tas de tâches, je vais supposer en fait, ce Shutdown on Success, il est fait pour récupérer des tâches qui sont équivalentes. D'accord, avoir la météo de tel serveur ou de tel serveur, normalement c'est la même météo, hein, en principe. Voilà. Imaginez que vous soyez en train de faire des requêtes sur un DNS, c'est typiquement ce cas d'utilisation. Et donc, plutôt que de faire un future.a.get ici, ce que je vais faire, c'est un scope.result. Okay, ce scope-là, il a une méthode result que l'autre n'avait pas, et qui va me donner le premier future qui a répondu, et qui va automatiquement interrompre les autres. Okay, donc, je n'ai pas besoin de le faire. Si je veux le faire dans le compilable future, j'ai du code à écrire. Hein, ce n'est pas du code évident. Hein. Là, je n'ai pas besoin de le faire. Okay, et ce que je vais faire, je vais décommenter ça. Voilà, puis on va regarder ce que ça donne. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc je réexécute le même code que tout à l'heure. Hein. C'est la page qu'on a vue tout à l'heure. Pof, vous voyez, là, au niveau de la météo, c'est l'agence B qui a répondu. OK. Et vous voyez que les futures, bah, le B, il est en success. Donc le future B, il a effectivement produit un résultat. Et le future A et le future C, eux, ils ont été squeezés par le scope au moment où le B a réussi son truc. D'accord ? Donc cet objet scope, ce n'est pas juste un exécuteur service, un truc qui fonctionne comme un exécuteur service. Je peux mettre de l'intelligence dedans. Je peux mettre de l'intelligence dedans. Et je peux même mettre encore plus d'intelligence que ça. Là, je vais recommenter ce truc-là. Je vais garder ce truc-là tel qu'il est. Là, les futures, j'en ai plus besoin, mais peu importe. On va aller regarder ce qui se passe pour l'objet quotation. Ah oui, l'objet quotation, c'est un record. Hein. Okay, vous savez tous ce que c'est qu'un record. Hein. Les gens qui font du Java 8, vous avez regardé ce que c'était que les records. Hein. Ah, si ce n'est pas le cas... Record, c'est du Java 17. Hein. Le Java 17, il est déjà obsolète. Hein. Vous êtes tous au courant de ça. Hein. On est en régime 18 hein, maintenant. Donc là, ce que j'ai fait pour les quotations, le problème, il est un petit peu différent. Là, je ne veux pas la première quotation qui répond. Ce que je veux, c'est la moins chère de toutes. Donc, je veux récupérer toutes mes quotations, je veux les analyser et proposer à mon utilisateur celle qui est la moins chère. Là, c'est pareil. Hein, je fais un truc super naïf. Je prends la première, juste pour que le code fonctionne. Et là, j'ai créé mon propre scope, okay, qui étend le structured task scope qui est ici. D'accord ? Et je vais pouvoir implémenter la sémantique que j'ai envie d'implémenter. Et le premier truc que je vais faire, hop là, dans mon structured task scope, j'ai une méthode qui s'appelle
handle complete, voilà, qui prend un future en paramètre et qui va me permettre de dire ce que je veux faire avec le résultat de chacune des tâches que j'ai lancées. Okay. Cette méthode handle complete, elle est appelée à chaque fois qu'une tâche se termine, avec en paramètre le future qui correspond à cette tâche. Donc qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Il faut que je switch sur l'état du future, parce que mon future, il peut être en échec, il peut être terminé, enfin on va voir d'ailleurs, il peut avoir différents états. D'accord? Là je suis en void, donc tout va bien. Vous voyez, j'ai ces 4 cas à traiter qui sont là. Donc je vais commencer par le running. Ça veut dire que mon future, il est toujours en train de s'exécuter. Alors ça, c'est pas normal du tout. Donc new illégal cette exception. Oups, ça ne devrait jamais arriver. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est le cas où il est en success. Voilà. Vous avez vu, ça c'est les switch expressions, ça. Hein. C'est un nouveau truc de Java 17 également. C'est vachement bien. Hein. Donc quand il est en success, qu'est-ce que je veux faire? Je veux récupérer le résultat du future. Alors là, j'ai une nouvelle méthode qui s'appelle result now. J'ai le droit de l'appeler parce que je sais que mon future, il a terminé de s'exécuter. C'est une méthode qui n'existe pas en Java 5 que j'ai à partir de Loom. Okay. Et ce result now, il va falloir que je récupère tous les résultats de tous mes futures. Donc je vais le mettre dans une liste. Thisquotations.add de result now. Okay. Et ce thisquotation, je vais me créer un champ. Alors c'est pas du tout un Unicode 7. Je suis désolé. Désolé IntelliJ, ça n'a pas été bon sur celui-là. Voilà. C'est une collection de quotations. Alors maintenant, il faut que je fasse preuve d'intelligence. C'est toujours plus difficile quand on fait preuve d'intelligence, quand il faut qu'on fasse preuve d'intelligence. Il faut que je comprenne bien le mécanisme de multithread de Loom. Okay. Là, je suis en train de créer mon objet quotation scope. Et je suis en train de m'exécuter dans un thread que je pourrais appeler un thread main. Alors, c'est probablement pas le thread main, mais peu importe. C'est le thread principal de mon application. Donc, ça veut dire que cet objet ici, il est créé par ce thread-là. Si je fais new ArrayList, ce new ArrayList, il est exécuté par ce thread-là. Et là, quand je suis ici, cette méthode handle complete, elle est exécutée dans le thread virtuel de la tâche. Donc dans un autre thread, et si j'ai 4 tâches, elle va être exécutée dans 4 tâches différentes. Donc ça veut dire premièrement que la lecture de la référence quotations, du champ quotation, il faut qu'elle soit visible. Donc là, on pourrait mettre volatile, mais on n'a pas besoin de mettre volatile. Je vais juste mettre final, et ça va aller. Et évidemment, il faut que là, j'utilise une collection concurrente pour pouvoir ajouter mes éléments dedans. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'il me propose? Ouais, voilà, très bien, t'as qu'à prendre ça. Peu importe. Il faut que j'utilise un truc concurrent parce que j'ai tout un tas de threads qui vont rajouter des données dedans en concurrence d'accès. OK. Voilà. Et puis là, je vais traiter le cas failed. Et puis là, je vais faire pareil. Je vais dire, OK, je vais avoir besoin de stocker ça dans un truc d'exception. .add future.exceptionNow. OK. J'ai aussi une méthode exceptionNow qui me permet de récupérer l'exception que ce future a jetée. Et ça va être une collection de throwable, parce que exceptionNow, ça retourne un throwable. Je pense que je peux le voir là. Non, il ne veut pas le montrer, tant pis. Et puis là, ça va être mon truc exception. Voilà. Et puis j'ai le dernier cas, qui est le cas cancel. Et là, je ne vais rien faire. Le cas cancel, ça veut dire que la tâche, elle n'a pas été lancée. Que le scope, il a été éteint avant que la tâche ait eu le temps de se lancer. Donc là, bon, j'ai rien à faire. Enfin, si vous voulez faire des choses, vous pouvez faire des choses. Mais moi, je vais rien faire. OK. Ça, c'est le code qui me permet de gérer tous les cas possibles de fin de tâche de mon truc. Vous voyez que ce n'est pas un code compliqué. Hein. Ce n'est pas un code asynchrone horrible avec 15 000 callbacks qui s'appellent les uns les autres. Hein. C'est beaucoup plus simple. Et ce que je voudrais faire, parce que finalement, là, je suis en train d'écrire du code métier. Hein. C'est mes traitements métiers que je suis en train d'écrire. Ce que je vais écrire, c'est scope. Ce que je voudrais récupérer, c'est la base quotation. OK. Donc je vais me créer une méthode, base quotation, directement dans mon scope. Donc ce scope, ça devient une espèce d'objet qui va transporter du traitement métier. Et ce machin, c'est assez simple, hein, c'est juste these quotations. Et puis il faut que j'aille chercher un min. Alors j'ai une API qui s'appelle API Stream qui me permet de faire ça très très bien. Je vais comparer mes quotations. Je dois avoir un truc qui s'appelle quotation dedans, voilà, parfait. Et
et si mon optional il est vide, parce que comme vous le savez, ça retourne un optional, je vais faire or else throw. Alors je pourrais me dire, bah, c'est bon, hein, j'ai 4 tâches, ce sera jamais vide, tout va bien, donc je vais le garder comme ça. Merci. Je vais garder comme ça. Oui, sauf que, est-ce que je suis vraiment certain que ce truc-là, il y a bien quelqu'un dedans? Ok. Si c'est vide, je vais avoir un optional empty, exception, blablabla, ça va pas bien marcher. À quelles conditions est-ce que ce truc-là peut être vide? Ben, une des conditions, ce serait que ce truc-là soit plein. Si tous mes futures sont en erreur, probablement quotation est vide, mais par contre, j'ai du monde dans exception. Donc ce que je peux faire, c'est... Est-ce que j'ai gardé ce truc-là? Ouais, super. Je vais me créer une exception, quotation exception, ok, égale new quotation exception, et je vais utiliser un mécanisme de Java 7, donc même les gens qui font du Java 8, ils doivent connaître ça. Hein. Je vais rajouter toutes les exceptions qui sont dans exception, donc je vais faire un for each, ah ça c'est du Java 8. Ok, et je vais dire, bah ça je vais les rajouter, ces exceptions-là, je vais les rajouter à cette exception mère en tant que suppressed exception. Add suppressed de E. Ok. Et ça, je vais le mettre dans une méthode d'ailleurs, parce que j'aime bien les méthodes, que je vais appeler exception. Ok, ça va être public. Je vais la mettre public parce que, après tout, peut-être que j'ai envie de faire de la journalisation d'exception. Vous voyez, même si le truc n'est pas vide, si j'ai un future qui n'est pas en échec, mais que j'en ai deux qui sont en échec, peut-être j'ai envie de le savoir, je sais pas. Je vais dire que ça retourne une quotation exception, et je vais retourner exception. Return exception. Voilà. Ok. D'ailleurs, ça, c'est une belle méthode de référence. Pof. Donc ça, je m'en fiche. C'est pas ça, j'en veux pas ici. Je le virer de là. Hop. Et donc, dans mon or else throw, ce que je peux dire, bah, si jamais tu es vide, jette-moi donc ces exceptions qui sont là. Ok. Je passe dans un supplier d'exception, comme ça je ne construis l'exception que si j'en ai vraiment besoin. Je la construis à la demande. Comme ça, je suis tranquille. Et donc maintenant, mon base cotation, bah, il va bien aller. D'accord? J'ai plus besoin de ces futures. Bon, peu importe, je vais les garder. Et si j'exécute mon code, bah là, mon truc, il fonctionne toujours. Vous voyez que ce que j'ai écrit comme code, le code qui me permet de gérer mon scope, il est toujours super simple. Hein, c'est fork, 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 join, donne-moi le résultat. Okay, c'était le même que pour le truc précédent. Et puis, à l'intérieur de mon scope, bah, je peux mettre des règles métiers. Qu'est-ce que je veux faire du résultat des tâches qui s'exécutent? Est-ce que je veux que la première? Est-ce que je veux faire un traitement métier, etc. Là, le traitement métier, il est super simple, hein, c'est celui-là. C'est le traitement métier qui me permet d'aller chercher un min. Donc c'est vraiment un truc super simple. Et puis, j'ai quand même un pattern qui est également assez sympa pour gérer les exceptions. Et vous voyez que tout ce code que j'écris, c'est du code synchrone. J'ai aucun code asynchrone là-dedans. Ça à tester, c'est super simple. Écrire un test JUnit pour faire ça, pour tester base cotation et exception, c'est super simple. C'est super simple. Ok. Je vais retourner dans ma méthode main et je vais regarder travel page. Non, c'est pas travel page, c'est celui-là. Voilà. Je vais regarder travel page et là en fait j'ai déjà écrit un scope. Il est. Je l'ai viré? Non. Ah non, il est là. Voilà. Qui est mon travel page scope. Donc je vais juste écrire le try with resource. Ok, var scope. Ça c'est du Java 11, le var scope. C'est vachement bien, var scope. J'ai plus besoin d'écrire le type exact. Surtout quand j'écris ça, à quoi ça sert d'écrire le type quand c'est pour écrire ça, hein, franchement. Là, j'en ai plus besoin. Hein. Ok, donc là j'ai écrit mon scope. Alors le travel page code, on va le regarder en 2 minutes. Hein, je vais pas le retaper devant vous. Et puis le weather, bah ça c'est scope.fork de weather read weather. Vous avez vu, je suis en train de rendre mon code asynchrone là. Ok, et d'ailleurs ça marche pas. Pourquoi il n'est pas content? Oui, parce que ça ne me retourne pas un weather. Oups. Voilà, je vais virer ça parce que ça je m'en fiche, ça je m'en fiche. Ça je vais le soumettre à mon scope. Le code précédent il était complètement synchrone, c'est-à-dire j'allais chercher d'abord le weather, puis quand j'avais le weather j'allais chercher l'autre. Là je vais tout chercher en même temps. Hein. Ça c'est du code synchrone, ça c'est du code écrit en synchrone mais qui s'exécute vraiment en synchrone. Le fork qui rend la main immédiatement, c'est pas bloquant hein, ça. Et travel page, je vais directement aller le chercher parce que dans mon scope, j'ai directement un travel page. Donc travel page il est directement construit à l'intérieur. Et si j'exécute mon code là, oups, cannot throw exception quoi? Qu'est-ce qu'il veut pas? Ah, this exception is nul. Bah ouais, j'ai dû faire un truc qui allait pas.
Bon, c'est pas grave. Je vais pas me lancer dans le debug parce que... Ah oui, il faut que je mette un join, merci. Obligatoire le join. Obligatoire le join. Si je fais pas le join, il n'a pas le temps de faire les trucs. Merci. Paf, et là ça marche. C'est pas beau. Ça aussi, c'est une méthode référence. Tiens, puis ça aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait ce travel scope? Voilà. Bah, j'ai fait exactement la même chose. Il y a une méthode handle complete. Case running, ça ne devrait jamais arriver. Donc voilà, je le traite comme ça. Case success. Donc soit c'est une quotation ou un weather. Pattern matching pour switch. Preview feature de Java 17, Java 18 et Java 19. Okay. Et puis dans le cas où c'est en exception, je vais récupérer l'exception, je la mets dans le machin, c'est encore du traitement métier. Qu'est-ce que je fais de mes tâches quand quand mes tâches elles ont fini de s'exécuter? Okay. Le get travel page, bah, c'est juste un return new travel page. Hein. C'est tout. Et là, ce que je fais, c'est qu'il y a une petite subtilité, c'est que si j'ai pas la météo, vous voyez, si j'ai pas la météo, je dis bah, la météo, le temps, il n'est pas connu. Ok, on va supposer qu'il n'est pas connu, mais je veux afficher un résultat quand même, parce que la météo, ce n'est pas une information critique dans cette application-là. Donc je le gère comme ça. Voilà. Si j'ai une cotation, je retourne la travel page avec une météo qui est éventuellement une météo par défaut, donc une météo inconnue. Sinon, je jette l'exception qui est ici. Ok. Et ça, c'est le traitement du truc. Vous voyez que le code que j'ai écrit, il n'y a pas de code asynchrone, il n'y a pas tout ça. Je vais juste revenir dans les slides 2 minutes. S'il veut bien me laisser y aller. Ouais. Faut que je sorte du mode présenteur, sinon il n'aime pas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a écrit grosso modo? Un petit wrap-up. Ça, c'est la gestion du weather. Ça, c'est le code qui permet d'interroger mes 3 services de météo de façon asynchrone. Okay. Et vous voyez que le côté asynchrone des choses, il n'est pas géré avec un thread unique et des callbacks. Il est géré avec autant de threads virtuels que je veux. Chacune de ces tâches va être exécutée dans son propre thread virtuel. D'accord? Get first weather, ça, je ne vais pas appeler comme ça dans le code, mais c'est pareil. Pour la gestion des quotations, bah, c'est ça qu'on a écrit. C'est essentiellement le même pattern que l'autre. Hein. Ça n'a pas changé. Okay. La travel page, bah, ça devient ça. Alors, on a aussi une méthode join until, je ne vous ai pas montré, mais avec un join until, je peux gérer des timeouts également sur ce truc-là. Je peux faire ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le même. Il y a un doublon, il y a 2 slides pareil. Okay. Ça, c'est la méthode handle complete de quotation. Ça, c'est peut-être le code le plus complexe qu'on a besoin d'écrire, c'est celui-là. Il faut juste traiter le cas. Qu'est-ce qui se passe quand ma tâche est fini d'exécuter? Qu'est-ce que je fais du résultat? Et puis, en l'occurrence, pour les objets quotation, bah, j'ai 2 règles métiers que j'applique. Une pour les exceptions et puis une autre pour extraire les base quotations. Et c'est tout. Donc, vous voyez que ce nouveau type de thread virtuel, qui, je ne vais pas dire que c'est gratuit, mais qui coûte quasiment rien à créer, et donc on peut laisser mourir sans problème, et puis qui coûte rien également à bloquer. Pourquoi? Parce que quand il est bloqué, il ne bloque pas l'application. Ça, je n'ai pas expliqué, mais c'est aussi le cas. Bah, ça permet en fait de simplifier les patterns de code qu'on aurait écrits en asynchrone avec des callbacks horribles de façon assez drastique. Voilà. Je crois qu'il nous reste 5 minutes, c'est ça? Donc on a le temps de prendre quelques questions? Ouais, super. Si vous avez des questions? Ouais, alors, je vois des mains qui se lèvent là. Je suis désolé. Oh non, c'était vachement plus. Ouais, t'as vu où c'était? Bon. Tout d'abord, merci pour la présentation. Merci. J'ai une question un peu simple, peut-être un peu brute. Est-ce que tu penses que Loom, ça va venir casser ce qui a été fait, notamment par exemple sur Spring Web Flux, et ça va totalement remplacer ce qu'ils ont implémenté de leur côté? Est-ce que ça va casser les choses? Chaque innovation dans le domaine de la programmation concurrente apporte des nouveaux patterns et donc apporte une nouvelle façon de programmer. Est-ce que ça va être une espèce de Big Bang? Est-ce que tout le code asynchrone qui existe aujourd'hui va se mettre à utiliser Loom d'entrée de jeu? Probablement pas. En programmation, il n'y a jamais de baguette magique. Et je ne suis pas en train de vous dire que Loom, c'est une baguette magique. La première chose qu'il faut faire, c'est tester si, dans le contexte de votre application, ça apporte quelque chose ou pas. Et si vous constatez que ce n'est pas le cas parce que votre application, ce n'est pas le bon use case pour Loom, à ce moment-là, il faut rester sur les patterns que vous avez mis à l'épreuve, que vous avez mis au point et qui fonctionnent bien.
Ça, c'est une évidence. Ok, donc, est-ce que ça va casser? Pour moi, ça ne va rien casser du tout. C'est juste qu'il y a des gens pour lesquels les use cases seront corrects, qui vont se mettre à écrire du code comme ça. Et j'avoue que pour eux, ce sera bien, parce que ça coûte moins cher d'écrire du code comme ça que d'écrire du code asynchrone horrible. Et pour eux, voilà, ça va être plus simple. Donc oui, je pense que c'est ça le truc qui va être... Ouais. Donc, ok, donc du coup, si je comprends bien, c'est une manière de répondre en Java pur à faire de l'asynchrone. Tout à fait. Okay. Merci. Merci. Il y a eu d'autres questions un peu plus à droite, je crois. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Je vais revenir sur la première question, parce que c'est peut-être reformulé différemment. Est-ce que Loom va être apporté en plus de ce qui existe déjà sur les précédentes versions de Java, ou est-ce que les précédentes versions vont être dépréciées pour éviter un phénomène comme on l'a vu pour date et instant, où finalement on a un peu un globi-boulga de tout ce qui existe, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser ou pas? Alors, ce qu'il faut utiliser, c'est les dernières versions. Donc, entre Java Util Date et Instant, ce qu'il faut utiliser, c'est Instant. Cette partie de la question, elle est facile à répondre. S'il y a du globi-boulga, c'est parce qu'il y a des gens qui écrivent le globi-boulga. Hein, excuse-moi. Hein. Donc, à un moment, il faut quand même distribuer les responsabilités. Hein. Non, il n'est pas question de déprécier ce qui existe déjà en Java. Pour une bonne raison, c'est que Java fait la promesse de la compatibilité ascendante. Donc, le code qui existe déjà et qui fonctionne sur les anciennes API thread, sur le Java Util concurrent, ce genre de choses, ce code continuera à fonctionner. Ok, ça c'est clair, ça c'est très très clair. Loom va arriver, ça va permettre aux gens de l'utiliser, d'évaluer si ça leur apporte quelque chose. Si c'est le cas, ils seront invités à l'utiliser. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de les convaincre très longtemps. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, cette compatibilité ascendante fait que dans des applications, tu vas avoir du mélange de code que les gens n'ont pas le temps de réécrire et qui va s'appuyer sur des vieux patterns, et puis qui va cohabiter avec du nouveau code. C'est ce que tu appelles le globi-boulga, mais malheureusement, si on avait le temps de réécrire toutes les applications à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un nouveau framework qui sort, ce serait merveilleux. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il y aura, forcément, il y aura du mélange. La JVM aujourd'hui, dans la version de Loom que je vous ai montrée, la JVM elle-même utilise les threads virtuels pour son fonctionnement interne. Okay, donc le JIT, les GC, utilisent les threads virtuels pour leur fonctionnement interne. Et avec des gains en performance qui sont substantiels. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, j'en vois. Non, je vois une juste là. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, imaginons un cas concret. J'ai une application qui tourne sur Tomcat. Ouais. Qui reçoit 200 requêtes max en parallèle, parce que c'est un pool de connexion comme ça. Ouais. Et cette application, elle fait qu'orchestrer des appels à des backends. Bon. Donc là, avec ce qu'on me décrit, je me dis, imaginons si côté Tomcat, il gère plus ce pool avec 200 threads physiques, et qu'on passe sur du virtuel, je peux monter à 5000, 6000, sans rien changer. Et ça devrait pouvoir tenir la charge. Ouais. Oui, ok, c'est direct. Okay. Écoute, oui. Déjà 200 threads plateforme, normalement, ça devrait fonctionner, quoi. Enfin, moi, tourner sur un Raspberry Pi, il y a encore 200 threads, ça va. Tu peux lancer 200 threads plateforme sur une machine sans trop de difficultés. Mais si tu passes à 5000, je t'invite à regarder la démo qu'on a faite à Devoxx France et qui est sur YouTube. Rémi, il a lancé, je crois qu'il a lancé 1 million de threads virtuels sur son Mac, sans problème, alors qu'à 4000 threads de plateforme, l'application était en out of memory error. Donc la réponse est oui. Bon, encore une fois, je te fais une réponse oui, parce que je pense que la réponse va être oui, mais il faut vraiment tester chaque use case, encore une fois. Je ne sais pas si Tomcat fonctionne avec un exécuteur service comme Jetty, mais je sais qu'il y a des versions de Jetty dans lesquelles ils ont juste remplacé l'exécuteur service de Jetty par un exécuteur service Loom, et avec des gains en performance qui sont colossaux. Est-ce qu'on a encore le temps pour des questions, ou est-ce qu'on a terminé? On a encore le temps pour une question, me dit-on. Qui va poser la dernière question? C'était peut-être la dernière question. Ouais, il y a une main qui se lève juste derrière toi.
Merci. Merci. Donc moi j'avais une question sur la partie test unitaire. Oui. Donc pour bien comprendre, là ce qu'on va tester, c'est le scope, si on veut tester les règles métiers en fait Oui. de synchronisation entre les Ouais, tout à différentes tâches. Mais le scope, c'est ça, hein, les méthodes que tu vas tester, c'est ça, hein. Ou c'est celle-là. Ah, tu as toutes les API pour créer des futures qui sont déjà dans un état précis, sans avoir besoin de lancer de tâches. Tu n'as même pas besoin de mock, hein, pour faire ça. Tu crées un future qui est dans un état running, ok, et puis avec ton test, tu testes que tu as bien l'illegal set exception qui est jeté. Voilà. Puis après, tu le mets dans l'état success, et tu lui dis bah, le result now, c'est ça. Tu peux créer des futures déjà terminées, et qui vont produire une valeur ou une exception qui est prédéfinie dans l'API. Tu peux le faire je ne sais pas si tu peux le faire au niveau de future, mais tu peux le faire au niveau de completable future, qui est une implémentation de future aussi. Donc ça revient au même. Donc tu n'as même pas besoin de framework de mock pour le faire, voilà. Donc tu testes ça, et ça tu le testes en synchrone, hein. Pas besoin de Donc c'est super simple. Oui, effectivement, ça paraissait presque trop simple, mais du coup Ouais, c'est non, c'est super. c'est aussi simple que ça a l'air. Ok, merci. Bien, bah écoutez, je crois que c'était la dernière question. Vous avez droit à la keynote maintenant, c'est super. Merci à toutes et à tous. Merci au DevFest pour l'organisation. Et puis, allez-y, allez télécharger la version et essayez-la.